J'ai intitulé mon exposé, comme Louis s'en doutait, la mécanique quantique du tout petit et du très grand. Et quand je dis très, c'est très. Quand je dis tout petit, c'est tout petit, mais quand je dis très grand, c'est très grand. La mécanique quantique a commencé par le tout petit, avec l'atome. Et ses premiers succès, écrasants, c'est un petit peu difficile à voir, ces électrons, mais enfin, ce sont ces électrons qui circulent autour du noyau, ou plutôt qui encerclent le noyau. Et le succès de la mécanique quantique a tenu à l'explication donnée à la raison pour laquelle les électrons restent stables autour du noyau dans ses orbites, en expliquant non seulement la stabilité, mais aussi le tableau périodique. Le début de la physique moléculaire, la physique atomique, de la compréhension fondamentale de la chimie remonte à la mécanique quantique. La taille d'un atome, c'est à peu près un dixième de milliardième de mètre, un dixième de nanomètre. Et la taille des atomes à l'échelle atomique, ça s'appelle souvent la nanoscience. Mais la physique des particules est allée bien au-delà de la nanophysique. Au XXe siècle, nous avons exploré le minuscule noyau qui se trouve ici, dont la taille est bien exagérée au centre de l'atome. Et la taille du noyau et des nucléons, des protons, des neutrons qui constituent le noyau est d'un millionième de nanomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. Cette exploration, vers la fin du XXe siècle, a enregistré un succès remarquable, de sorte qu'aujourd'hui, on comprend de façon très détaillée ce qui se passe à l'intérieur du noyau et même à l'intérieur des nucléons, avec une théorie formidable que l'on appelle la théorie standard. On a pu faire un sondage à l'intérieur du noyau et savoir de quelles particules le nucléon est formé. Ça s'appelle des quarks qui sont à l'intérieur du proton et du neutron. Et avec l'électron et des familles similaires de quarks, de leptons, nous avons identifié les éléments constitutifs de la matière qui ressemblent à des points. Mais surtout, nous avons compris les forces qui agissent sur ces électrons et quarks élémentaires. La force de l'électromagnétisme était déjà connue au XIXe siècle, c'est la force qui soude les atomes. Mais au XXe siècle, les deux forces qui agissent à l'intérieur du noyau, à l'intérieur des nucléons, la force nucléaire forte qui assure la cohésion permanente des quarks à l'intérieur des nucléons et la force nucléaire faible, dont une des manifestations est la transmutation des éléments par la radioactivité, par exemple, ont été découvertes ultérieurement. Mais les distances que l'on explore maintenant sont des distances bien plus faibles que la taille du nucléon. Nous essayons de trouver des structures à l'intérieur du quark ou à l'intérieur de l'électron en sondant, grâce à des machines ou des microscopes tels que le grand collisionneur de Hadron au CERN, à des distances qui vont jusqu'à un dixième de nanomètre. Mes collègues de la physique des matières condensées sont très fiers de faire de la nanoscience. En physique des particules, nous faisons de la nanoscience. Je vais vous décrire quelque peu la physique qui se passe à cette échelle-là, c'est-à-dire la nano-échelle. C'est le domaine de la théorie des champs quantiques. Il n'est plus possible d'ignorer les effets relativistes que Einstein avait expliqués. Il faut
harmoniser ou marier la théorie d'Einstein avec la théorie de la mécanique quantique. Ce qui a d'ailleurs déjà été réalisé peu de temps après la naissance de la mécanique quantique. D'ailleurs, la première soirée de cette semaine, nous avons vu l'équation Dirac qui a été la première équation de mécanique quantique. Donc je commencerai par parler des champs quantiques et de la théorie des champs quantiques. D'une certaine manière, il s'agit là du cadre théorique fondamental de notre compréhension de la nature. Ce n'est pas simplement la mécanique quantique, c'est la relativité, c'est la notion de champ. Et en mettant les trois éléments ensemble, on aboutit à la théorie des champs quantiques. C'est ce que nous savons véritablement, ce qui a été bel et bien testé, ce qui fonctionne réellement. Mais pour pouvoir expliquer la nature des forces de la nature électromagnétiques, forces fortes et faibles qui agissent à l'intérieur des noyaux d'atomes, il faut étudier et discuter quelque peu des propriétés singulières du vide, le vide quantique. Et je vais vous montrer que les propriétés singulières du vide quantique sont celles qui font naître la texture de la nature, la différence entre les trois forces qui agissent à l'intérieur de l'atome et du nucléon. Puis, je parlerai d'une approche spéculative, d'une dimension quantique totalement nouvelle de la nature, qui, selon certaines personnes, devrait être découverte dans les prochaines semaines au LHC à Genève, à savoir les dimensions quantiques de l'espace-temps. Et je vous expliquerai ultérieurement ce que je veux dire par là. Le moment venu, je parlerai donc également de ce qui est de l'ordre du tout petit, plus petit que le nano-nanomètre, où la théorie des cordes et la nanogravité deviennent essentielles. Et ensuite, je parlerai du très très grand, les très très grandes échelles, les plus grandes échelles que nous connaissions et que nous puissions observer, c'est-à-dire les galaxies, l'univers en tant que tel. Et tout ceci brassera les diverses idées que nous avons sur le tout petit et sur le très grand, et qui reposent sur des effets de mécanique quantique tout à fait hors du commun. Les champs ont été introduits au XIXe siècle par Faraday et Maxwell pour décrire l'électromagnétisme. Vous avez tous vu de vos propres yeux des champs tels que le champ magnétique d'un aimant. On peut même ressentir ces champs. Mettez ou essayez de rapprocher deux aimants l'un de l'autre et vous sentirez leur force qui les oppose et qui les repousse. C'est ce qui avait donné à Maxwell et à Faraday l'intuition de cette notion de champ, de force, force électrique et force magnétique qui parcourt tout notre espace. Ces champs omniprésents peuvent fluctuer, peuvent osciller. Il peut y avoir des ondes de champs électromagnétiques. Et Maxwell a même découvert, en utilisant les équations qu'il avait rédigées pour décrire les champs électriques et magnétiques unifiés, que les oscillations de ces champs circulent à une vitesse qu'il pouvait calculer, et il l'a effectivement calculée. Le résultat a été que cette vitesse de propagation des ondes électromagnétiques était égale à la vitesse de la lumière telle qu'on la mesurait à l'époque. En tant que théoricien, j'ai du mal à imaginer un moment plus formidable dans l'histoire de la science que de faire ce genre de calcul et de découvrir que la lumière n'est rien d'autre que la fluctuation de champs électromagnétiques, une électricité et un magnétisme en fluctuation. C'est comme ça que l'on a, pendant de nombreuses années, compris la lumière après Maxwell jusqu'à l'arrivée de la révolution quantique, où Planck et Einstein ont commencé à se rendre compte que dans certaines circonstances, il y avait un moyen bien plus précis de décrire la lumière comme étant constituée de particules quantiques. Lorsque vous réduisez l'intensité de la lumière
et que vous accroissez la fréquence ou que vous diminuez la longueur d'onde, il vaut mieux décrire la lumière comme des quantas, des paquets discrets d'énergie inversement proportionnels à la longueur d'onde de la lumière. Cette relation, d'ailleurs, au passage, vous constaterez qu'il y a deux constantes de la nature, la vitesse de la lumière et la constante de Planck, découverte par ce dernier. La constante de Planck n'étant pas égale à zéro, ça signifie que pour une longueur d'onde donnée, l'énergie, la quantité minimale d'énergie que l'on peut obtenir avec un quanta, ne peut pas descendre en dessous d'un certain niveau. C'est la raison pour laquelle le LHC, c'est de la physique des hautes énergies. C'est la raison pour laquelle c'est si coûteux que d'explorer des distances minuscules. Parce que pour explorer des distances minuscules, il faut un excellent microscope avec une longueur d'onde extrêmement petite. Mais la longueur d'onde est au dénominateur et donc ça signifie beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'argent. Le CERN utilise un tiers de la puissance électrique de la France ou quelque chose comme ça. Donc ça coûte fort cher, uniquement à cause de cette équation et de ce rapport entre la longueur d'onde et l'énergie. C'est dommage que pour pouvoir explorer le minuscule, il faille mettre en place des machines qui utilisent autant d'énergie. Les quantas de lumière se comportent comme des particules et Einstein a découvert ces particules que nous appelons des photons. Ce sont un bon exemple des bosons dont on a beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Les photons sont des bosons et des particules élémentaires. Et les bosons ont une propriété mentionnée par Wolfgang dans son discours d'hier, à savoir que ce sont des particules identiques. Si vous avez 2 bosons, 2 atomes qui sont des bosons ou 2 quantas de lumière, parce que c'est difficile de stopper 2 quantas de lumière et de les mettre à un endroit précis. Ils ne cessent de bouger à la vitesse de la lumière, justement. Donc, si l'on prend ici 2 atomes qui sont des bosons, eh bien, ils seront totalement identiques. Ça, c'est un effet de mécanique quantique aussi. En physique classique, il est difficile de comprendre pourquoi 2 choses peuvent être absolument identiques. Après tout, si vous regardez de très près au microscope, vous verrez nécessairement des différences entre des objets. Alors qu'en mécanique quantique, du fait du caractère discret de notre description de la nature, les éléments constitutifs les plus simples de la nature, c'est-à-dire les particules élémentaires, sont impossibles à distinguer les unes des autres. On décrit cela par des champs ou des fonctions d'onde, des fonctions x1 et x2 qui sont les positions des 2 particules. Je viens de les changer de place, je l'ai fait peut-être un petit peu trop vite, donc je recommence. J'ai donc une description de ces 2 bosons, je les change de place, rien n'a changé, c'est la même image. Notre description ne doit donc pas changer. Les bosons décrits par une fonction d'onde ou un champ ne changent pas si vous modifiez leur position, si vous remplacez une position de 2 bosons par celle de l'autre. C'est ce fait qui entraîne les propriétés statistiques qui s'appellent les statistiques de Bose-Einstein, le fait que les bosons se rassemblent, font preuve d'une attraction supplémentaire, permet d'accumuler les bosons, de les entasser les uns sur les autres pour former des champs macroscopiques visibles à grande distance. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une énorme quantité de photons qui se trouvent dans le même état. Les condensats de Bose-Einstein dont on a longuement entendu parler hier et avant-hier, les superfluides, etc., sont des bosons qui sont dans le même état. Les bosons aiment d'ailleurs être tous dans le même état. Mais
Au début de la révolution quantique, nous avons découvert qu'il y avait un autre type de particule qui ne présentait aucune analogie classique. C'est une particule qui s'appelle un fermion, nommé ainsi à cause d'Enrico Fermi et de Paul Dirac, et qui sont eux aussi impossibles à distinguer les uns des autres. Un électron est une particule impossible à distinguer de cette nature. Un électron a deux types de spin, vers le haut ou vers le bas. Mais un électron qui a un spin vers le haut est absolument impossible à distinguer d'un électron qui a lui aussi le spin vers le haut. Si vous les remplacez l'un par l'autre, vous obtenez exactement la même situation, de sorte que notre description, elle non plus, ne peut pas changer. On se retrouve exactement dans la même situation. Mais, dans le cas des fermions, lorsque vous prenez la fonction d'onde qui décrit deux fermions et que vous échangez les positions de ces particules identiques, vous n'obtenez pas la même fonction d'onde, vous obtenez moins la même fonction d'onde. Or, j'ai dit que c'était la même situation. Comment se fait-il que l'on obtienne ce signe négatif? Eh bien, le signe négatif n'a pas beaucoup d'incidence pour certaines choses. Par exemple, les probabilités sont proportionnelles au quart de la fonction d'onde. Or, moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1. Donc le signe moins n'a aucune incidence à cet égard. Mais cela a une incidence à d'autres égards. Par exemple, si vous demandez quelle est la fonction d'onde de deux électrons situés au même endroit, x et x. Changez les x de place, vous obtenez le signe moins, dont c'est égal à moins psi de xx. Mais là encore, l'arithmétique de base nous apprend que tout nombre qui est égal à son négatif doit être 0. De sorte que la probabilité que ces deux électrons se trouvent au même endroit, dans le même état, est de 0. C'est ce que l'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Énoncé pour la première fois par Pauli, physicien suisse qui travaillait à Zurich. Les fermions n'aiment pas être au même endroit, dans le même état en même temps. Ils se repoussent. Une bonne partie de la structure du monde est la conséquence de ce simple fait que les électrons se repoussent. Les électrons qui se repoussent sont des fermions. Par exemple, les atomes seraient un peu ennuyeux si les électrons étaient des bosons. Chaque fois qu'on ajouterait un boson, un autre électron pour créer un atome plus grand, pour un noyau plus grand, les bosons se retrouveraient dans le même état. Les fermions, en revanche, ne peuvent pas occuper le même état, donc occupent des enveloppes de plus en plus vastes en raison de ce qui nous donne ce merveilleux tableau périodique des éléments et toute la physique moléculaire que nous connaissons. Ce serait un monde assez ennuyeux et même pire, j'y viendrai, si les fermions, si les électrons étaient tous des bosons. Une autre propriété, c'est qu'il n'est pas possible de créer un champ macroscopique de fermions. Est-ce que vous avez jamais vu un champ d'électrons comme on a vu un champ magnétique où non, ça n'est pas possible, parce que pour construire ce champ, il faudrait accumuler un très grand nombre de fermions dans le même état. Or, cela, par définition, c'est impossible. Un champ macroscopique de fermions, cela n'existe tout simplement pas. Et comme je l'ai dit, la matière est stable. Les électrons doivent se trouver dans des orbites différentes pour remplir ce tableau périodique des éléments. Enfin, la règle la plus importante sans doute est celle de la stabilité de la matière. Si les électrons étaient des bosons, la matière ordinaire, les atomes, seraient instables. Tous ces bosons, électrons, noyaux, etc., fondraient les uns avec les autres pour constituer un condensat de Bose-Einstein qui serait très ennuyeux d'une certaine manière.
cette matière-là ne serait pas stable. Mais puisqu'il existe des fermions, lorsque vous essayez de rassembler ou de regrouper deux atomes, les nuages d'électrons se chevauchent, les fermions se repoussent et c'est une des raisons pour lesquelles je ne peux pas faire traverser ma main à la table. Si vous regardez ma main, elle est constituée d'atomes. Les atomes sont essentiellement vides. Il ne devrait donc y avoir aucune difficulté à ce que je fasse passer ma main à travers la table, si ce n'est précisément qu'il y a des nuages de fermions qui présentent cet effet de répulsion. Bon, je ne parlerai plus des champs quantiques maintenant. Tous jouent un rôle dans le modèle standard des particules élémentaires, où l'on trouve, où on a découvert au fil du XXe siècle, toute une série de quarks élémentaires et de leptons. À l'intérieur du noyau, nous avons les quarks up et down qui forment l'atome. Les neutrinos sont des particules extrêmement légères qui produisent des réactions nucléaires et qui sont difficiles à dire. Ce sont des neutrons. Et puis il y a deux autres familles, toutes qui présentent exactement le même schéma de quarks et de leptons, mais qui sont beaucoup plus lourdes et qui sont radioactives, qui se désintègrent pour former ces quarks et ces leptons plus légers. Toutes ces particules sont associées à un champ quantique. Et ce sont tous des fermions, tout comme les quarks et les électrons. L'autre partie du modèle standard, c'est les quantas des forces de la nature. Le photon, qui est le quanta de l'électromagnétisme, une des couleurs qui ne sort pas bien sur ce transparent, désolé. Donc le photon, qui est la particule quantique associée à l'électromagnétisme et au champ électromagnétique, puis les champs qui sont responsables des forces nucléaires, qui sont de nature très semblable. À un niveau très profond, c'est exactement la même chose que l'électromagnétisme. À ces forces correspondent des quantas que nous appelons des gluons, qui ont un quanta de la force nucléaire forte, qui assure la cohésion des quarks, et les bosons W et Z, qui sont les quantas de la force nucléaire faible, et qui ont été découverts ou confirmés ici pour la première fois au CERN. Tous ces quantas sont des forces, ce sont des bosons décrits par des champs bosoniques tels que les champs électromagnétiques et autres qui correspondent aux interactions fortes et faibles. Pourquoi ces forces semblent-elles si différentes dans la nature, alors qu'au fond, elles sont pratiquement identiques? Pour répondre à cette question, il faut que je fasse une petite digression, mais auparavant, je tiens à dire que ce cadre que vous voyez ici, qui présente ces particules et leur masse mesurée, que l'on ne peut pas encore calculer parce que l'on n'a pas vraiment de théorie qui permette de les calculer, et les forces mesurées de ces forces, de ces trois forces-là, nous permettent d'expliquer à peu près tout, en perdant très peu de sens. On n'arrive pas à tout calculer, certes, mais il n'y a pratiquement rien que l'on sache en laboratoire qui ne puisse être expliqué par ce modèle standard. Depuis la longueur la plus courte que l'on puisse imaginer, la longueur de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, jusqu'aux confins de l'univers de l'ordre de 10 puissance 26 mètres, 60 ordres de grandeur. Cette réalisation de la physique sur un millénaire qui nous aboutit qui nous pousse à ce résultat est un des grands succès de la science. Nous avons désormais une théorie qui est très bien testée
dans des centaines et des centaines d'expériences avec des précisions qui se rapprochent parfois de une partie par milliard, parfois plus, parfois une partie pour 10 000 ou une partie pour 100, selon les forces faibles et fortes. Mais de toute façon, on ne voit jamais de déviation par rapport à ce modèle standard. Bien, pourquoi ces forces sont-elles si différentes? Cela s'explique en partie par les singulières propriétés quantiques du vide. J'aime dire à mes amis qui ne sont pas des physiciens que lorsque l'on essaye de faire de la physique quantique et de comprendre les forces de la nature, l'essentiel c'est de comprendre le vide. Nous passons le plus clair de notre temps à étudier le rien. Si vous comprenez le vide, le reste devient trivial. Les particules, d'une certaine manière, ne sont que des petites fluctuations quantiques à l'intérieur d'un vide qu'il faut comprendre. Dans le médium quantique que nous imaginons lorsque nous parlons du vide. Vous serez sans doute surpris parce que l'image que la plupart des gens se font du vide, c'est ceci. Cette salle est très intéressante. Il y a beaucoup de personnes fort intéressantes. Demandez à tout le monde de partir, prenez avec vous les chaises, l'air, etc. Toute la matière. Refroidissez cette pièce jusqu'au zéro absolu, même si c'est impossible. Qu'est-ce qui resterait? Le vide. Voilà l'image qu'ont la plupart des gens du vide. C'est plutôt ennuyeux. Mais, au sens classique du terme, c'est correct. Le vide classique, c'est cet espace homogène, symétrique, vide. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse en dire. Mais en mécanique quantique, cela n'est jamais le cas. Rien n'est véritablement totalement au repos. Rien n'est jamais totalement à l'arrêt ni ennuyeux. Il y a plusieurs manières de vous l'expliquer. Mais je vais revenir à Heisenberg. En prenant un pendule, voici un pendule classique. Le pendule oscille avec de l'énergie. Si je le refroidis pour atteindre le zéro absolu, c'est-à-dire que j'arrête le pendule, il est au repos. Ça, c'est 1 degré de liberté. Une variable dynamique, une chose qui bouge ou ne bouge pas, c'est l'équivalent ou l'analogie du vide. Heisenberg nous a appris, ou plutôt la mécanique quantique nous a appris que ça n'était pas comme ça qu'il fallait voir les choses. Mais Heisenberg l'a bien expliqué en disant que si vous essayez que le pendule, et vous essayez d'imaginer que le pendule est véritablement au repos, comment le vérifier? Eh bien, vous projetez de la lumière dessus et vous regardez si le pendule bouge ou pas. Un laser, par exemple, projeté sur un pendule. Mais la lumière est composée de ces petits quantas d'énergie, des petites particules. Pour que je puisse voir le pendule, ces particules doivent rebondir sur le pendule et frapper mon regard. Et chaque fois qu'elles frappent le pendule et rebondissent, elles donnent au pendule un début de mouvement. Lorsque l'on utilise la nature quantique des photons, cela a permis à Heisenberg de montrer que le pendule avait quand même un petit mouvement, d'où il a déduit son principe d'incertitude. Selon le principe d'incertitude, on ne peut pas à la fois savoir où se trouve le pendule et quelle en est la vitesse. Il y a toujours une incertitude. Le pendule bouge toujours, quoi qu'il arrive. C'est ce que l'on appelle le mouvement au point zéro, c'est-à-dire le mouvement à l'état d'énergie le plus bas, dans le vide. Il est très difficile de voir ce qui se passe dans le vide, puisque nos yeux sont très sensibles aux grandes longueurs d'onde, et donc nous voyons plein de choses qui se passent dans le vide et nous n'arrivons pas à les observer. Alors je vais essayer de vous montrer une image du vide telle que calculée
dans une de mes théories les plus favorites, c'est-à-dire la chromodynamique quantique qui décrit les forces en jeu et notamment les champs chromodynamiques tels que similaires plutôt aux champs électromagnétiques mais plus riches. C'est un calcul que nous effectuons en utilisant la chromodynamique. Donc on fait ça avec des ordinateurs et voici une illustration des champs, des forces des champs en train de fluctuer à 0 degré. C'est cela la chromodynamique quantique. L'échelle, la taille de 4 protons. Donc ça, c'est l'échelle nucléaire. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas le voir, cela, quand vous regardez le vide. Parce que vous arrondissez les chiffres avec vos yeux qui ne peuvent constater que des choses nettement plus grandes. Donc c'est un médium extrêmement compliqué avec une dynamique forte intéressante qui peut faire toutes sortes de choses extraordinaires. Et ce sont les propriétés de ce vide quantique qui sont responsables de la structure, de la différence entre les trois forces qui interagissent à l'intérieur de l'atome. Le vide a également ce qu'on appelle des paires virtuelles. En raison de la relativité, chaque particule a une antiparticule. Et cela existe également dans l'univers. En raison de ce principe de relativité, en plus de la mécanique quantique de vide, une particule et une antiparticule peuvent s'éclater et s'annihiler en l'espace très court de temps. Et le vide quantique a toujours ces particules qui rentrent, qui sortent, qui s'éclatent. Comment est-ce que cela affecte la structure du modèle standard? Donc vous avez ces trois forces qui interviennent, 1, 2, 3. Ah voilà la troisième. Et ces forces, en fin de compte, sont les mêmes forces. Les mêmes principes donnent lieu à l'électromagnétisme, à la radioactivité et aux forces nucléaires très fortes. La seule différence entre ces forces qui existent parce qu'il y a ces champs qui sont couplés à une charge électrique, c'est que dans le cas de l'électricité, on a une espèce de charge que vous connaissez tous, la charge électrique. Vous l'avez déjà ressenti quelquefois, l'électricité statique par exemple. La force faible, c'est la même force, le même type de force, le même champ, même type de champ. La seule différence, c'est qu'il y a deux charges qui interviennent. Et la force nucléaire très forte qui lie les quarks, c'est la même force. La seule différence étant qu'il y a trois charges qui interviennent. Donc 1, 2, 3. Alors la façon la plus simple, la plus ancienne et la plus ennuyeuse, la force, c'est l'électromagnétisme avec une seule charge, une charge électrique. Un électron. Voici un électron. Franklin a décidé que c'était négatif, une charge électrique négative. Et voici l'antiélectron, le positron, la même masse, avec la même charge, mais positive. Deux charges opposées s'attirent l'une l'autre. Elles créent un champ électromagnétique qui sert d'intermédiaire entre les forces et conformément à la loi de Coulomb, elles s'attirent. On a une autre description de l'électromagnétisme et du champ électromagnétique qui est en fait composé de particules. Donc on a une autre façon de décrire ce champ en termes de relativité. Ce sont des forces qui sont affectées par les protons qui passent rapidement entre l'électron et le positron, créant les forces qui les attirent l'une vers l'autre. Cette force, vous la connaissez bien, c'est la loi du carré inversé, donc la loi de Coulomb. Donc 1 sur d au carré, 1 sur la distance au carré, et tend à disparaître au fur et à mesure que vous écartez les deux particules chargées.
Et quand elles sont très éloignées l'une de l'autre, elles sont très faibles, ces forces. C'est pour cette raison qu'on peut retirer des électrons de l'atome et c'est pour cette raison qu'on peut avoir de l'électricité et faire fonctionner des moteurs. Il y a des effets quantiques. Ça, c'est de la théorie classique. Coulomb et Maxwell étaient bien au courant de ces phénomènes. Il y a des effets quantiques. Le fait que le vide dans lequel se trouvent ces forces, le fait que ce soit compliqué, qu'il y ait des champs conflictuels et des paires virtuelles modifie légèrement la loi des forces. Mais les effets sont infiniment petits. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de génie pour constater, pour les voir, ces effets. Il y a des tests extraordinaires de filtrage, mais qui ne modifient en rien l'électromagnétisme, sauf quand vous arrivez à des distances extrêmement courtes où il y a quelque chose qui tend vers l'infini et cela pose toujours un problème. La force nucléaire faible, elle, est tout à fait autre. Mais en fin de compte, c'est la même chose. Elle provient du même principe de base. La seule différence, c'est qu'il y a deux charges qui interviennent. Deux espèces de quarks, deux espèces de leptons. Ce qu'on appelle le quark up et le quark down. Et l'électron ou le neutrino. Et il y a un anti-up quark et un anti-down quark. Chaque particule a une antiparticule avec la charge opposée, mais il y a deux charges différentes qui interviennent. La force est affectée par un champ accouplé à ces charges, appairé à ces charges. Mais maintenant, il y a d'autres propriétés parce qu'il y a deux charges. Et maintenant, je vais utiliser la langue des particules. Le quanta des forces, ce sont des maisons W et Z. Et un quark up peut faire quelque chose de nouveau maintenant. Il peut émettre un maison W et se transformer en un quark down. Un maison W peut se dégrader en un électron positif et un neutrino. Alors le quark up est toujours confiné à l'intérieur du proton. Alors ce qui se produit lorsqu'un quark up émet un W et se transforme en un quark down, c'est que le proton se transforme en un neutron émettant un positron et un neutrino. Ça, c'est la radioactivité. Quand cela se produit dans un atome, la charge de l'atome diminue par -1 et vous avez une transmutation des éléments, comme le rêvaient les alchimistes. Donc, voilà la différence entre l'électromagnétisme et la force nucléaire faible. L'autre différence, une autre différence, c'est que les bosons W et Z qui affectent la force ne sont pas sans masse. Ils ne voyagent pas à la vitesse de la lumière. Et il s'avère également que les quarks et l'électron et le neutrino, ainsi que tous les fermions, tous les éléments constitutifs de la matière, sont également massifs. Et dans la théorie de la force nucléaire faible, eh bien, c'est assez bizarre, puisque ces particules devraient ne pas avoir de masse. Elles devraient voyager, se déplacer à la vitesse de la lumière. Et ce serait le cas si le vide était vraiment le vide ennuyeux. Mais ça ne se passe pas comme cela. On a appris à l'expliquer en reproduisant les phénomènes qui ont été présentés au cours des deux exposés précédents, et cela très précisément en disant qu'il y a un condensat posé Einstein qui envahit le vide. Alors vous pouvez les créer, les condensats posés Einstein, dans les laboratoires, et les supraconducteurs, ce sont des condensats posés Einstein de paires d'électrons. Mais d'après notre compréhension de la force nucléaire faible,
tout le vide partout dans l'univers est rempli de condensat Bose-Einstein. Et pour décrire le tout, on pourrait dire, eh bien, ce sont peut-être des paires de quarks qui se condensent comme des supraconducteurs, mais l'explication la plus simple, c'est qu'il y a un nouveau champ de bosons qui intervient. Une nouvelle série de bosons dans la nature qu'on appelle les bosons de Higgs. Et ce sont eux qui se condensent. Et le vide est en fait rempli de condensat de Higgs. Alors il s'avère, et je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer cette partie-là de l'histoire, mais que dans un condensat de ce genre, un électron, un W ou un Z, se trouve ralenti. Il rebondit sur les particules qui constituent le condensat et vous retrouvez avec des quarks massifs et des W, des Z massifs. La force n'est plus affectée par un boson sans masse qui voyage à la vitesse de la lumière, mais par un boson extrêmement lourd qui pèse autant pratiquement qu'un noyau, et cela vous donne une force à courte portée qui n'intervient que dans le noyau, et c'est là la force nucléaire faible. Alors ce modèle-là de condensat n'a pas encore été vérifié à 100%, parce que dans sa version la plus simple, elle prédit une particule Higgs massive. Alors l'indice que l'histoire est avérée, ce n'a pas encore été observé. La raison pour laquelle on a construit le HC, c'était pour trouver ce genre de choses, et je suis sûre que ça va se faire d'ici 5 ans. Ça ne saurait tarder. Qu'en est-il de la force nucléaire forte? Donc on a fait la 1, la 2, maintenant passons à la troisième force. La force nucléaire forte, elle, a 3 charges, donc un quark up arrive en couleur. Ce sont des étiquettes de ces 3 charges, rouge, blanc et bleu ou verte. Donc des quarks up, on en a découvert 6 de quarks, des saveurs de quarks. Donc charmant, inférieur, supérieur, avec chacun 3 charges, 3 couleurs. Et le champ chromodynamique, où il y a un accouplement comme le champ électromagnétique avec une charge électrique, eh bien ça couple avec la couleur. C'est ce qu'on appelle le champ chromodynamique. Et dans le vide normal, courant, si le vide était vraiment vide et ennuyeux, on aurait à faire la loi 1 sur R standard, et on pourrait facilement extraire les quarks des ions, comme c'est le cas de l'atome. Et si c'était le cas, ce serait très intéressant, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Personne n'a jamais vu de quark. Et pendant très longtemps, et cela a été l'un des grands mystères de la science, on a l'impression que les protons étaient constitués de quarks, mais on n'arrivait pas à les extraire du proton. Et en fin de compte, ce qu'on a découvert, c'est que, conformément à cette théorie, comme dans le cas de l'électromagnétisme, mais avec 3 charges, le vide, qu'est-ce qui est arrivé au vide? Le vide est sur mon ordinateur. Vous arrivez à voir le vide, vous? Alors, que se passe-t-il? Vous avez vu le vide en train de fluctuer avant? Voilà le vide. Le voilà. Ah, c'est reparti. Un problème technique. J'ai une image sur mon écran qui n'est pas celle qui apparaît sur le grand écran. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? C'est quand même très étrange. Alors, ce qu'il faut s'imaginer, rappelez-vous l'image
auparavant du vide rempli de champs fluctuants. Donc imaginez, au lieu de ce vide noir, il y a un médium compliqué de champs en train de fluctuer. Il s'avère que ce vide force ces lignes pour créer ce flux chromodynamique, et par conséquent les forces entre les quarks ne tendent pas vers zéro sur des grandes distances. Sur des distances courtes, cela est également modifié par ce logarithme qui nous fait comprendre que le coefficient de 1 sur la distance au carré, la charge des quarks, est en train de disparaître au fur et à mesure que la distance raccourcie. C'est ce qu'on appelle la liberté asymptotique. Cela signifie en d'autres termes que la force, la charge des quarks est en train de disparaître au fur et à mesure que vous tendez vers zéro distance. Alors c'est très agréable pour un théoricien parce que c'est très facile de calculer quelque chose lorsque les forces sont très faibles. Donc on peut calculer toutes les propriétés des quarks sur des distances très courtes, mais sur de très longues distances, la force ne disparaît pas, mais tend vers une constante. Et c'est la raison pour laquelle les quarks sont confinés. C'est pour ça qu'on ne peut pas les extraire du proton, parce que la force existe toujours. Il faut faire beaucoup de travail pour pouvoir les extraire du noyau. Et c'est la raison pour laquelle ils sont confinés. Donc c'est ce phénomène qui nous a permis d'élaborer cette théorie des trois charges avec une force qui rassemble à l'électromagnétisme qu'on appelle la chromodynamique quantique. Et ça marche. Selon cette théorie, on peut voir ce qui se passe lorsqu'on essaye de séparer deux quarks. Alors évidemment, c'est difficile de voir à ces distances microscopiques à l'œil nu, mais la théorie nous permet de faire le calcul. Et quand vous essayez de séparer ces deux quarks, vous voyez que les lignes de force sont comprimées. Cela donne un tube de force constante, et ce qui fait qu'il n'est plus possible de séparer le quark de l'antiquark. Alors comme l'a expliqué Wolfgang, lorsque vous vous rendez à Stockholm, et nous aussi on a eu le droit de se rendre à Stockholm en raison de cette découverte de la chromodynamique quantique, vous dînez avec la reine de Suède, et évidemment le dîner est d'excellente qualité. Mais la partie la plus agréable de la cérémonie, c'est recevoir ce diplôme tout particulier, cette œuvre d'art. Donc pour mon diplôme, vous voyez ces trois quarks qui sont liés à l'intérieur du proton, qui n'arrivent pas à s'échapper, qui sont confinés en raison des propriétés étranges de ce vide quantique qui les empêche de s'échapper. Une fois encore, vous avez un calcul de chromodynamique quantique réalisé avec des énormes ordinateurs. Ce n'est pas un calcul que j'ai fait moi, ce sont des douzaines de collègues qui ont calculé cela pendant des douzaines d'années. Donc voilà ce que cela donne qu'on essaye d'extraire les quarks du proton. Donc les flux se retrouvent confinés dans une espèce de tube et on n'y arrive tout simplement pas. Alors ces phénomènes nous permettent, à toute petite distance, lorsque les quarks sont très proches l'un de l'autre, nous permettent de calculer pratiquement n'importe quoi. Et c'est cela qui nous permet justement de vérifier cette théorie. Mais la chose qui me fait le plus plaisir en tant que théoricien, ce n'est pas simplement de faire des prévisions et de les voir ensuite confirmées, vérifiées, mais ce qui me plaît vraiment le plus, et il m'a fallu de nombreuses années, avec beaucoup de collègues qui ont travaillé très dur sur la question, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de calculer les masses du neutron, du proton
et de toutes ces particules qui interagissent fortement les unes avec les autres que l'on peut produire avec ces accélérateurs par douzaines. Alors les calculs sont suffisamment précis pour qu'on puisse calculer les faibles masses des protons, des neutrons avec un degré de précision de 1. C'est extraordinaire. Et comme cela a été dit, la masse ne découle pas de la masse des quarks up et down. Cela provient du confinement. Le proton, ce n'est rien d'autre qu'un sac qui est constitué par cette force qui n'arrête jamais. C'est un sac de quarks pratiquement sans masse qui se promènent pratiquement à la vélocité de la lumière et des gluons qui les gardent ensemble et qui sont sans masse et qui sont confinés de la même façon. C'est simplement un sac d'énergie, un cabas d'énergie. E égale mc au carré, donc l'énergie totale d'une particule au repos, c'est ce qu'on appelle la masse. Donc tous, nous sommes constitué d'énergie confinée. Et le fait qu'on puisse calculer votre énergie confinée ou votre masse à 1%, c'est quelque chose qui me plaît énormément en tant que théoricien. Ce phénomène de liberté asymptotique nous aide également à faire d'autres choses parce que nous avons affaire à trois forces. Et ce sont des trois forces semblables. La seule différence, c'est la différence de charge, 1, 2 ou 3. La force forte est très forte, mais elle s'affaiblit. Donc elle pourrait ressembler aux autres forces si on pouvait arriver à de toutes petites distances ou à des énergies très élevées. Les autres forces, c'est assez remarquable. La force faible diminue. La force électromagnétique augmente sur des toutes petites distances. Alors, l'observation de nos jours nous permet de faire des tracés de cela, tout à fait conformes à la théorie. Donc, on peut faire des extrapolations en tant que théoricien au-delà des observations d'origine. Nous ne sommes pas liés par les expériences qui sont réalisées en laboratoire aujourd'hui. Si on fait des prévisions et si l'expérience ne confirme pas ces théories, si la théorie n'est pas vérifiée, à ce moment-là, bonjour les dégâts. Mais on peut faire des extrapolations. Et quand on fait des extrapolations, on voit que ces forces se retrouvent, se réunissent à une très forte énergie là, au point où la gravité intervient en tant que force très forte également. Et ça, là, le royaume de la théorie de cordes, je vais l'expliquer en quelques mots. Ça suffira pour ce soir. On a un indice très porteur à partir de la gravité, parce que l'on comprend la gravité également selon la théorie classique, que toutes les forces s'unifient à une taille, à une échelle d'énergie très très élevée, 10 à la puissance 28, une échelle Max Planck qui comprenait bien les phénomènes de gravité, et sa constante de Planck l'avait prédit tout cela. Et cela il y a plus de 100 ans. Ça qu'on appelle l'échelle de Planck. Et selon cette extrapolation, l'unification fonction de gravité, on a dû inclure la gravité dans notre théorie de physique et de mécanique quantique, ce qui nous a donné une autre théorie, la nouvelle théorie, la théorie des cordes. Si nous avons été amenés à cette théorie, c'est parce que la gravité, c'est quelque chose d'un peu singulier, très différent des autres forces. Einstein nous a appris que la gravité est la conséquence du fait que la matière courbe l'espace-temps. Les particules sentent la gravité comme un rayon X qui passe, ou un rayon lumière plutôt, qui passe près du Soleil, mais dans un espace courbé par la présence du Soleil. Ça, c'est la première fois que l'on a testé de façon expérimentale la relativité générale. Cette courbure de l'espace-temps donne naissance à la gravité. Mais n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qui est dynamique dans la chromodynamique quantique, c'est qu'il y a fluctuation. L'espace-temps est donc dynamique. L'espace et le temps sont en train de fluctuer. Les fluctuations de l'espace-temps sont assez faibles, la gravité est donc très faible à grande distance. Mais à courte distance, cela devient fort. Les fluctuations deviennent fortes.
Si l'on essaye de visualiser l'espace-temps de façon simple, on aboutit à des images telles que celle-ci, que les gens appellent des formes d'espace-temps. Et du coup, on risque de ne plus avoir beaucoup de confiance dans notre description de la réalité quantique. C'est la raison pour laquelle on a été amené à la théorie des cordes qui nous permet de mieux décrire la gravité sans les problèmes de la théorie d'Einstein. Mais, comme toutes les grandes théories, à grande distance, ça ne fonctionne plus. Mais à cette distance-là, à la distance planckienne fondamentale, la théorie des cordes suggère peut-être une description plus précise des particules. Les particules ne sont plus des points, mais des cordes qui sont en vibration, en quantum-mécanique, bien entendu. Je n'ai pas vraiment le temps de vous décrire la théorie des cordes, ni même les bizarres effets quantiques de l'espace-temps auxquels nous avons été amenés. Car nous avons commencé à remettre en question la véritable nature de notre image de l'espace-temps. Et nous nous sommes demandé si ce n'est pas simplement un concept émergent, quels étaient les quanta constitutifs de l'espace-temps. Mais revenons plutôt à des bien plus grandes distances qui vont être étudiées au LHC au niveau du téraélectronvolt. Et parlons de la nouvelle supersymétrie de la nature que certains estiment qu'elle va être découverte au LHC. Cette nouvelle symétrie de la nature, qui pourrait éventuellement exister, je vais essayer de l'expliquer comme on l'explique pour beaucoup d'éléments symétriques dans l'espace-temps. Vous savez par exemple que des éléments en rotation sont invariables sur le plan de la rotation. Par exemple, si je laisse tomber quelque chose dans mon laboratoire, je mesure combien de temps ça prend. Maintenant, je tourne mon laboratoire de 90 degrés, je fais exactement la même expérience et j'obtiens exactement le même résultat. Les lois de la physique, en d'autres termes, sont invariables par rapport à la rotation, mais aussi par rapport à la translation. Sinon, il serait très difficile de réaliser des expériences parce qu'il faudrait dire mon laboratoire était situé à tel endroit, j'ai fait l'expérience à midi, mon laboratoire était orienté nord-nord-est et j'ai obtenu tel résultat. Ça n'est pas nécessaire de le dire du simple fait que les lois de la physique ne changent pas lorsque vous translatez dans l'espace, dans le temps, ou que vous faites une rotation. Il y a des symétries dans les lois de la physique qui s'appellent la rotation de l'espace-temps. La supersymétrie est donc un concept très simple qui décrit le fait que les lois de la physique sont invariables face à la rotation dans le superespace. C'est clair, non? Évidemment, je ne vous ai pas dit ce qu'était le superespace. De quoi s'agit-il? L'espace et le temps sont peut-être les concepts les plus fondamentaux que nous ayons à notre disposition en physique. Nous décrivons le mouvement des particules dans l'espace au fur et à mesure que le temps s'écoule. Nous décrivons les champs ou les ondes par des fonctions dans l'espace et dans le temps. Et généralement, on trouve les coordonnées X, Y, Z, le temps, etc. Imaginez que nous ayons de nouvelles dimensions et que les symétries de l'espace-temps soient des rotations de l'espace-temps. Donc, supposons cette nouvelle dimension que j'ai appelée θ. Vous avez sans doute déjà entendu parler de nouvelles dimensions de la théorie des cordes et des apparitions de nouvelles coordonnées. Cette nouvelle dimension dont je parle n'est pas une nouvelle dimension supplémentaire, c'est une dimension différente qui n'est pas mesurée par des chiffres ordinaires, 1, 2 cm, 17 cm et demi, etc., mais qui est mesurée par des nombres anticommutatifs. Les nombres θ1 et θ2, leur multiplication dépend de leur ordre. θ1 fois θ2, c'est moins θ2 fois θ1. J'échange les nombres et j'obtiens un signe moins, tout comme pour les fermions.
Ce sont des dimensions quantiques. Il y a un principe d'exclusion θ au carré, c'est moins θ au carré, et donc c'est 0. Les mathématiciens adorent inventer des chiffres bizarres tels que la racine carrée de -1. Vous vous souvenez que vous passez au carré et vous obtenez -1? Ce sont des chiffres un peu bizarres. Eh bien, ajoutez ces chiffres à des dimensions ordinaires de l'espace-temps et vous obtenez une théorie mathématique qui généralise de façon très élégante l'espace-temps ainsi que les symétries de l'espace-temps, où l'on peut procéder à des rotations d'une de ces nouvelles dimensions pour la faire correspondre à une ancienne dimension. Et pratiquement toute théorie de champ quantique que l'on connaisse, et même les théories classiques, peut être mise dans le superespace, au point que les lois de la physique soient invariantes non seulement par rapport aux dimensions de l'espace-temps, mais même à celles de ce superespace-temps. Cela a même été découvert lorsque l'on a exploré la théorie des cordes. Donc il y a une sorte de jeu mathématique là derrière, comme c'est souvent le cas avec les théories. Évidemment, on se demandait si ça pouvait s'appliquer au monde réel. Ces dimensions ordinaires-là, avec des chiffres ordinaires, avec la multiplication commutative, sont en quelque sorte des bosons, alors que ces dimensions-là sont comme des fermions. Vous obtenez le signe moins. Si vous essayez de vous déplacer le long de cette dimension-là, vous ne pouvez pas aller bien loin en raison de ce facteur-là. Vous pouvez simplement vous déplacer d'une quantité infinitésimale. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas ces dimensions, de la même manière que l'on ne peut pas voir un champ de fermions. Mais cela pourrait exister. Il s'avère que dans toute théorie que nous avons, nous pouvons l'intégrer dans le superespace, mais il y a un prix à payer pour cela, ou un avantage. Lorsque l'on fait cette rotation d'une dimension bosonique traditionnelle pour aboutir à une nouvelle dimension fermionique, pour chaque particule que l'on a, on obtient une nouvelle particule qui présente les statistiques opposées. Si vous aviez un boson, vous obtenez un fermion. Si vous aviez un fermion, vous obtenez un nouveau boson. Nous disons donc, on a entendu parler des quarks, des électrons et des photons. Il doit donc, si le monde est supersymétrique et si les lois de la physique sont supersymétriques, il doit donc exister une superparticule pour les quarks, les électrons, les photons. Cette particule est un fermion avec le spin d'un demi. Ça, c'est un boson avec le spin 0. Un photon, c'est un boson avec le spin 1. Le photino, c'est un fermion avec un spin d'un demi. Aucune de ces particules n'a jamais été vue. Et vous vous dites sans doute, jolie théorie, à la poubelle. Elle est contredite par l'expérience. Mais non, attendez un instant. On nous a appris, enfin nous n'avons pas encore appris. Je ne vous ai pas dit en effet. Bon, je passe. Ce que nous avons appris, c'est que toutes les symétries des lois de la physique n'ont pas besoin d'être des symétries du vide. Reprenons les invariants par rapport à la rotation. Les lois de la physique ne changent pas lorsque je procède à des rotations. Mais cette salle n'est pas invariante par rapport à la rotation. Vous êtes ici. Je vois vos visages. Maintenant, je fais une rotation de 90 degrés et je ne vois plus personne. Est-ce que cela signifie que l'invariance par rapport à la rotation n'est pas une symétrie de la nature? Non, les lois de la physique restent invariantes par rapport à la rotation. Mais ça n'est pas le cas de cette salle. C'est parce que vous êtes entré dans cette salle, vous êtes assis là et pas là-bas. Alors, imaginons que vous n'êtes plus là, qu'il n'y a plus rien dans cette salle. Les gens, les salles, les sièges, l'air, etc. Il n'y a plus que le vide. Le vide est certainement invariant par rapport à la rotation. Mais vous vous souvenez de l'image du vide, c'est ce support un peu complexe où toutes sortes de choses bougeaient. Évidemment que ça n'est pas invariant par rapport à la rotation. En fait, nous avons même appris
qu'il y a un très grand nombre de symétries de la nature qui ne sont pas des symétries du vide, qui ne se manifestent pas dans le vide. Et dans ce cas-là, même si les lois de la physique sont invariantes par rapport à la rotation, la manifestation de cette symétrie n'est pas aussi simple que cela. Et en particulier, ces nouvelles particules n'ont pas nécessairement besoin d'avoir la même masse que ces autres particules. Ce qui veut dire que la supersymétrie pourrait et est très vraisemblablement interrompue dans le vide. Et si c'est le cas à 1 TeV ou à 100 GeV des trillions électronvolts, alors les superpartenaires seraient lourds et pèseraient ce genre de masse. Le LHC peut les produire. On n'a donc jamais vu ces particules juste ici, mais simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment d'énergie pour les voir. Et nous allons obtenir cette énergie, donc nous allons voir les particules. Vous allez sans doute me dire, les théoriciens sont assez malins, ils ont trouvé une échappatoire, mais qu'est-ce que ce chiffre a de si particulier? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à voir ces particules au LHC? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vues jusque-là? Ou pourquoi il ne faudrait peut-être pas construire un accélérateur encore plus grand? Vous êtes en train de nous demander davantage d'argent, en d'autres termes. Eh bien, il existe beaucoup d'indices qui montrent que la région que le LHC va explorer va permettre l'apparition de la supersymétrie et de ces superparticules. Je vais en parler de deux en particulier. D'une part, l'unification des forces. Vous avez vu cette belle image d'unification des forces. Eh bien, ça ne marche pas réellement dans le modèle standard. Ça, c'est la force inverse sur une échelle logarithmique. Ça vous donne des lignes droites. Ça, c'est la force forte qui devient de plus en plus faible. Ça, c'est l'électromagnétisme qui augmente. Les trois lignes ne se rencontrent pas au même point. Les trois lignes ne sont d'ailleurs pas obligées de le faire. Qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre? Ça pourrait nous apprendre que ces forces ne s'unifient pas. Ou cela pourrait nous apprendre aussi qu'il nous manque quelque chose. Si l'on fait en sorte que le modèle standard devient supersymétrique de la façon la plus simple possible, et c'est facile à faire, il y a quelque chose qui va entrer là-dedans. Il y aura davantage de particules qui fluctueront dans ce vide et qui vont modifier le comportement des forces. Et maintenant, de façon tout à fait spectaculaire, les forces se regroupent après avoir fait une extrapolation de 14 ordres de magnitude avec une précision de 1%, on en arrive à ce point-là, là où la gravité devient forte. Cela pourrait, en quelque sorte, nous dire que les forces s'unifient bel et bien, que la nature est bel et bien supersymétrique et que l'échelle de la nouvelle particule est un TeV ou que tout ceci n'est qu'une coïncidence. Certains d'entre nous, c'est mon cas, disent que cet indice est vraiment trop bon pour qu'on l'abandonne comme cela. C'est une bonne indication que la supersymétrie existe à 1 TeV. Mais ça pourrait aussi être une coïncidence, d'accord. Autre indice, la matière sombre, qui a été découverte au siècle dernier par des astronomes, qui ont découvert une forme de matière existant dans notre galaxie et qui maintient ces étoiles en place. Les astronomes ont constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de masse disponible si l'on appliquait les lois de Newton. Leur modèle de la galaxie a été de créer un halo de matière sombre. Cette découverte a été d'ailleurs confirmée par de nombreuses méthodes cosmologiques et astronomiques depuis lors, de sorte que c'est désormais adopté par tout le monde. Ce qui a fait la différence a été notamment l'apparition de ce cluster très joli qui représente ici la collision de deux galaxies. Voici une autre photo. Le bleu représente la densité mesurée de matière sombre qui s'est séparée de la matière visible ordinaire. La matière visible est visible
aux rayons X, ce sont des rayons X. La matière sombre est visible parce qu'elle courbe les quasars qui passent derrière, et on peut mesurer la présence de cette matière sombre par la courbure provoquée par les rayons de lumière. Les astronomes ont donc conclu que l'essentiel de la matière, excusez-moi, que l'essentiel de la matière dans l'univers, donc 90% de la matière, pas de l'énergie. Ça n'est qu'à peu près 27% du total de l'énergie de l'univers, mais la plupart de la matière, des particules de matière, excusez-moi, je me suis encore une fois trompé, est constituée de matière sombre. En modélisant les galaxies et la structure des galaxies et la manière dont les galaxies et les étoiles se forment, ils en sont arrivés à la conclusion que la chose dont est constituée cette matière sombre, c'est une forme de particules élémentaires lourdes, 100 GeV ou quelque chose comme cela, la masse d'un noyau lourd, qui n'a pas d'interaction avec notre type de matière, si ce n'est de façon extrêmement faible. Les astronomes n'ont aucun moyen de dire ce que sont ces particules, c'est du ressort des physiciens des particules. Les physiciens ont donc dit « Ah, ça c'est très intéressant », parce que les extensions supersymétriques du modèle standard produisent naturellement ce genre de particules. En fait, un petit calcul sur un coin de table peut vous dire que si la masse de ces particules lourdes, nouvelles, supersymétriques est de l'ordre de 1 TeV, alors on peut calculer ou estimer la quantité de matière sombre qui existe parmi l'ensemble de la matière dans l'univers. Et cela nous donne à peu près ce que l'on cherchait. Voilà un autre indice important ou une autre coïncidence. Mais ça, on peut le tester avec le grand collisionneur de Hadron. Grâce à cette machine incroyable qui n'est qu'à quelques kilomètres d'ici et que vous avez tous visité ou que vous allez tous visiter, il va y avoir bientôt une fermeture dont vous pourrez descendre dans le tunnel et voir les détecteurs en principe. C'est vraiment des créations incroyables de la technologie et de la science moderne. Eh bien, dans ces détecteurs, nous aurons l'occasion de trouver le boson de Higgs, qui confirmerait cette image que nous avons de la force faible, et je n'ai d'ailleurs pas le moindre doute que cela arrivera. Mais ce qui sera plus intéressant, et peut-être interviendra avant encore la découverte du boson de Higgs, on pourra voir des particules supersymétriques. Voici l'exemple d'un événement SUSY typique au détecteur Atlas. On verrait cette apparition, vous voyez ici ces jets de particules énergétiques qui partent dans telle direction, dans telle autre. Il n'y a pratiquement rien qui va vers le bas ici. Eh bien, accélérer le moment, accélérer l'énergie, il y a quelque chose qui manque. Cela pourrait être la plus légère particule supersymétrique qui serait stable, qui échapperait au détecteur et qui donc ne serait pas vue. Et cela, ce serait un signe de supersymétrie, d'une particule supersymétrique interagissant exactement de la manière dont on a besoin pour pouvoir décrire la matière sombre. Le fait de ne pas voir cette énergie à cet endroit-là serait éventuellement un signe de supersymétrie. N'oubliez pas, lorsque vous lirez dans les journaux suisses qui ne manqueront pas de couvrir l'événement, que le CERN prétend avoir découvert la supersymétrie. Je suis sûr que les journaux le prétendront bien avant que l'on soit sûr que c'est vraiment de la supersymétrie. Mais enfin, ça, c'est normal aussi. N'oublions pas que la véritable découverte sera celle des dimensions quantiques de l'espace-temps. Il sera correct donc de découvrir que nous vivons
ou de conclure plutôt que nous vivons dans l'espace-temps quantique. L'espace-temps que nous connaissons si bien n'est en fait rien d'autre que le résultat d'une réflexion intellectuelle magnifique d'un enfant qui ne fait rien d'autre que découvrir le monde en touchant et en découvrant ce qui l'entoure. Et maintenant, après des milliers et des milliers d'années, avec l'aide du LHC, nous allons enfin nous rendre compte que nous vivons en fait dans le superespace, avec des dimensions quantiques. Je vais conclure sur quelques remarques qui portent sur le très très grand et le tout tout petit. C'est pourquoi j'intitule cette partie l'univers, qui était naguère minuscule et qui est en train de devenir très très grand. Nous savons beaucoup de choses de l'univers. Nous avons appris beaucoup de choses ces 100 dernières années, les astronomes, les cosmologues, les physiciens des particules ont fini par obtenir une idée tout à fait solide et bien testée de l'histoire de l'univers sur les 17 millions derniers, 13,7 milliards d'années écoulées. À partir du Big Bang, une période d'expansion rapide qui s'appelle l'inflation est intervenue. Et puis, on en est arrivé à une période un peu plus calme d'expansion à peu près constante. Ce qui s'est passé durant la période d'inflation, c'est un champ de boson qui est tombé à son état d'énergie le plus faible. Et pendant cette chute, il a provoqué, du fait que la matière et que l'énergie courbent l'espace-temps, il a provoqué donc une accélération extrêmement rapide, inflationniste de la croissance de l'univers. Si tel était le cas, comme on le pense de façon classique, on aboutirait à un univers assez ennuyeux, dont toute la texture serait lissée par cette expansion très rapide. Et il n'y aurait rien d'intéressant dans l'univers, et nous ne serions certainement pas là pour le dire. Ce sont les fluctuations quantiques de ce champ bosonique qui sont responsables de la texture de l'univers et du fait que nous sommes là. Des fluctuations quantiques qui croissent et qui donnent naissance à quelques grumeaux de matière et d'énergie au sein de l'univers. La meilleure image que nous puissions en avoir, et elle repose sur l'observation de l'univers tel qu'il se présentait il y a 13,5 milliards d'années, se retrouve dans la mesure de l'arrière-plan des micro-ondes. Vous voyez ici un bain de radiation plutôt homogène, avec de très faibles fluctuations amplifiées ou agrandies d'un facteur de 10 000. S'il n'y avait pas eu amplification ou agrandissement, vous ne verriez absolument aucune structure, vous croiriez qu'il y a homogénéité totale. Ces petites fluctuations, conformément à la théorie de l'inflation, qui a beaucoup de succès sur le plan quantitatif, dépendent des fluctuations quantiques du champ de boson qui est à l'origine de cette inflation. En fin de compte, ces petits grumeaux, ces petites agglomérations de matière et de radiation extrêmement denses condensent, se contractent en raison de la gravité et forment des étoiles et des galaxies et la structure de l'univers visible qui s'étend jusqu'à 10 puissance 26 mètres. Nous pensons que toute cette structure, et les cosmologistes et les astrophysiciens prétendent pouvoir reproduire la structure observée en commençant par ces fluctuations quantiques qui ont vu le jour à 10 puissance moins 35 cm ou moins 30 cm.
Donc c'est quand même une collection absolument incroyable qui existe entre la plus petite échelle possible de l'univers et la plus grande qui soit. Mais ça ne s'arrête pas là. Et qu'en est-il du Big Bang lui-même? Si l'on extrapole cette image assez réussie de l'univers en remontant dans le temps, on aboutit à des singularités, ce qui signifie que tout s'effondre. Toutes nos descriptions de la gravité, et même la théorie des cordes, jusqu'ici, ne tiennent plus la route. Rien de tout cela ne nous aide à expliquer ce qui s'est passé. Il ne fait pas le moindre doute que ce Big Bang, ce qui a donné le coup d'envoi de l'univers, est totalement quantique. Et enfin, en fait, présente des effets quantiques que nous ne comprenons absolument pas. J'ai mis un point d'interrogation ici parce que nous n'avons pas de théorie, nous n'avons pas d'explication, nous ne savons même pas ce que ça signifierait que d'avoir une explication du début de l'univers. Mais ce que nous savons, c'est que les fluctuations quantiques vont y jouer un très grand rôle. Et enfin, revenons au vide. Une chose qui a été observée ces dernières années, c'est que l'expansion de l'univers s'accélère à nouveau. Très peu pour l'instant, mais cette expansion va s'accroître. Cette accélération de l'univers, très probablement, est due à ce qu'Einstein appelait la constante cosmologique, mais que l'on devrait plutôt appeler l'énergie du vide. Vous vous souvenez de cette image du vide, plein de champs en train de fluctuer? J'ai enfin réussi à la retrouver, cette image. Il y a beaucoup d'énergie dans le vide. Eh bien, ces fluctuations sont comme le pendule et ont une énergie au point zéro. On n'a jamais compris pourquoi ça devait être là, ça a fini par être mesuré. On ne comprend pas pourquoi c'est si petit, mais c'est très naturel. Dans la relativité, et dans la relativité générale, et dans la mécanique quantique, le vide présente ces champs en train de fluctuer, dont nous voyons les effets, et qui sont porteurs d'énergie. Cette énergie a une incidence sur la géométrie. La matière courbe l'espace. Et en fait, cela provoque, cette énergie du vide provoque une accélération de l'expansion de l'univers. Ces fluctuations quantiques dans le vide créent à l'échelle cosmologique une accélération, une explosion de l'expansion de l'univers. Et c'est cela qui va dominer l'univers à l'avenir. À l'avenir, dans 10 ou peut-être dans 100 milliards d'années, peut-être pas à Genève parce que c'est difficile de voir les étoiles, mais si vous montiez en haut d'une montagne et vous regardiez les étoiles, vous ne verriez plus notre galaxie, la Voie lactée. Ou vous les verriez peut-être encore tout juste, et quelques autres galaxies qui sont reliées à la nôtre par la gravitation. Toutes les autres, des centaines de milliards de galaxies qui sont présentes dans l'univers, seraient en train de s'écarter de nous à des vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière, en raison de cette expansion. Et nous ne pourrions plus les voir. Le ciel serait très noir. Nous nous sentirions très seuls au milieu de ces grappes de galaxies. Donc une minuscule fluctuation quantique dans le vide pourrait très bien dominer la fin de l'histoire de l'univers en établissant un lien entre le grand et le tout petit, le très précoce au très tardif. Pour conclure, quel est donc le message que je voudrais vous faire passer, le message de tous mes autres collègues? La mécanique quantique est le cadre qui permet de décrire toutes les merveilles de la nature et que nous sommes en train d'explorer, et qui vont du tout petit au très très grand et incluent tout ce qui se trouve entre les deux. Merci.
Okay, we'll have in a couple of minutes. Donc, nous allons commencer la discussion dans quelques instants, répondre à des questions. Oui, maintenant, les hôtesses, il y a des hôtesses en principe, ils doivent avoir des petites pièces de papier. Mais je ne les ai pas vues. Elles sont où les hôtesses? Bon, maintenant, à part la roundtable discussion, vous pouvez aussi poser des questions dans des petites pièces de papier que les hôtesses amèneront aux conférenciers. Oui. So let me repeat it again. There will be there are some pieces of paper where you can write questions that will be brought down. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions sur des petits cartons. Remettez-les à l'hôtesse la plus proche de vous. Et on va essayer de répondre à ces questions ce soir. Si on ne répond pas à votre question ce soir, vous pourrez trouver la réponse sur le site dont on vous a déjà donné les coordonnées. Oui, I was inspired by you. I was wondering how you would and I think this kind of negotiation was abstract and I don't know, but it gave an impression. Yeah. That's what's happening. Just if you can buy super sodas, Very good. This naive question, but don't worry. I was like very small. What are you studying? I'm really good. Just he did a good job. He did a very good job. Maybe not so much for the general public, but this was even You're really on current. We should not underestimate the fact that the public can get. It's not just like that. Oh, this was just right. I really loved it. Reason that you have the right pace, you have to exactly fast. Yeah, the pace was good. Oh, the Spanish club, le club espagnol est drôlement vivant. Avec des pesetas. Je dois en avoir quelques-unes encore à la maison. Alors, quelques pesetas. Je vais vous porter quelques pesetas. Oui. Demain. Oui. Ben, écoutez, alors, vous aurez sans doute dire, vous demandez où on était Einstein. Oh, mais ça, c'est lui qui va dire ça. Oui, mais vous allez en parler demain aussi. Pas vraiment de ça, mais bon. Non, je ne voulais pas vous couper là. Merci. Einstein forever. Einstein on the beach. Okay. You can start. Okay. This
microphone doesn't seem to work very well. Sit down somehow. I sometimes understood it as speak symmetry, but that is Good. Let's go. I suppose we will not have much to say. Very inspiring. Merci. C'est pour nous très bien, oui. En disant, on ne comprenait pas. Rainer, there's a question for you. Does dark matter lead to decoherence of a quantum computer? Our friends who have. Okay, maybe we can start with the first question. That's their problem. Now, I think that this could go to Professor Gross or to anyone else who wants to take the question. Une question pour le professeur Gross. Si les galaxies avancent plus vite que la vitesse de la lumière, est-ce qu'il y a une sous-onde lumineuse comme cela existe pour la vitesse du son? Alors, je ne sais pas si ça se passe dans notre galaxie, mais vous avez des jets qui sont expulsés par des trous noirs en sens opposé avec une vélocité relative entre eux qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Chaque jet se déplace à une vélocité inférieure à la vitesse de la lumière, mais dans un sens opposé. Donc, ceci n'est pas en contradiction avec la théorie d'Einstein. Et il n'y a pas le moindre problème. Ce qui accélère ici, c'est le tissu de l'espace qui emporte avec lui tout ce qui vit dans l'espace. One more question. Autre question. La masse de l'univers, est-ce qu'elle augmente avec l'expansion? Peut-être conviendrait-il de se demander si l'énergie de l'univers est en train d'augmenter. L'énergie, selon la théorie de la relativité d'Einstein, ce n'est pas un concept si simple que cela. Si l'univers était fermé, on n'est pas absolument sûr que l'énergie totale de l'univers soit toujours zéro. L'expansion de l'univers semble coûter de l'énergie, mais on peut obtenir cette énergie de l'énergie potentielle de la gravité sans problème. Alors, l'analogie la plus simple, c'est celle que nous connaissons bien. Si vous avez affaire à une planète qui tourne autour du Soleil, comme la Terre, et si elle tombe vers le Soleil et s'en rapproche, sa vitesse va en être augmentée. Et d'où vient cette énergie? Elle vient de l'énergie potentielle du champ gravitationnel, et la même chose s'applique à l'univers. André Lindy, l'un des inventeurs de la théorie de l'inflation, avait dit qu'une fois l'inflation, qui est une expansion extraordinaire de l'univers, c'est un petit peu comme quelque chose qui relève de l'extraordinaire, de quelque chose qui n'existe pas. Alors, une autre question qui s'adresse à tous les intervenants. L'affiche du colloque, ça représente quoi? Vous l'avez vu, cette affichette? Vous voulez répondre? Alors, c'est une question piège. C'est une représentation du nuage qu'entoure un atome d'hydrogène, et on vous donnera l'explication détaillée sur le site du colloque, mais en fin de compte, c'est un atome d'hydrogène. Encore une question. Le CERN, le HAC, pourra-t-il tester, vérifier la théorie de l'unification
Donc, c'est à des degrés nettement supérieurs d'énergie. Donc, ça ne sera pas le cas directement, mais indirectement, si on a beaucoup de chance, certains aspects d'idées ou de spéculations sur la unification pourraient être vérifiés. Par exemple, si toutes les forces s'unifient, la nature des particules devrait également s'unifier, c'est-à-dire qu'elles devraient se ressembler ou avoir la même apparence à des énergies très élevées ou sur des toutes petites distances. Et elles s'articulent de façon parfaite pour que cela puisse se faire. Mais les modèles spécifiques ou les théories d'unification prédisent que l'on pourrait suivre leur masse et en raison de la dynamique du vide, évolue selon l'échelle des distances pour tendre vers l'échelle d'unification, et devrait y avoir fusion également de façon prévisible. Donc, en réalisant des expériences sur la supersymétrie, si cela est vérifié, à ce moment-là, il se peut qu'on ait tout autant de pistes portant sur l'unification et sur la dynamique particulière de la unification, un petit peu comme lorsqu'on a fait fonctionner les accouplements. Mais ce n'est pas le résultat d'observation directe, ça se fait de façon indirecte. On ne peut pas créer un collisionnaire à l'énergie de Planck dans un avenir proche, pour autant que ça puisse se faire un jour. Donc, on doit faire ce qu'on peut faire et obtenir un maximum de pistes et d'indices pour confirmer ou infirmer nos spéculations. Autre question. Si une petite fluctuation peut créer un univers, comment est-ce que l'on peut satisfaire la théorie de la conservation d'énergie? As I said, comme je l'ai dit, l'énergie, c'est un concept compliqué dans la théorie générale de la relativité. Le vide énergique, c'est une forme d'énergie extrêmement particulière à toutes sortes d'égards. Premièrement, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas l'utiliser, on peut à peine détecter. 70% de l'énergie de l'univers se trouve dans cette énergie du vide, d'après les observations qui ont été faites. Et c'est pratiquement impossible à voir, à détecter son existence, sauf en mesurant cette accélération de l'univers. Et effectivement, ce n'est pas facile à mesurer. Alors, pourquoi? Eh bien, une explication fort simple est la suivante. C'est que le vide, rempli de fluctuations de vide, ce qui donne lieu à cette densité d'énergie de vide et une densité de pression, ce n'est pas un éther. Quelqu'un aurait pu demander, si vous remplissez ce vide avec toutes ces choses qui sont porteuses d'énergie, pourquoi est-ce que cela n'est pas l'éther? Effectivement, si l'univers était rempli de particules ordinaires qui produisent de l'énergie, un gaz qui a de l'énergie et de la pression, eh bien, ce serait un éther. Et on pourrait le constater dans un cadre particulier. Par exemple, moi, j'ai de l'énergie, mais si je suis en train de courir, j'ai davantage d'énergie. Donc, il y a un cadre particulier dans lequel je me trouve au repos. Le vide, l'énergie du vide et la pression et l'énergie du vide, c'est la seule espèce d'énergie de pression qui ne définissent pas un éther, qui ressemble à la même chose pour tous les observateurs. C'est pour cette raison que cela produit de façon naturelle dans la théorie d'Einstein, et c'est pour cette raison que c'est l'explication par défaut de l'accélération de l'univers, et c'est la raison pour laquelle on peut vérifier cette espèce particulière d'énergie et de pression. À mon avis, c'est une vérification de 10% des idées d'Einstein.
Et par ailleurs, pourquoi est-ce que l'univers est en train de s'accélérer? C'est une énergie anti-gravité, c'est l'énergie qui tire et le fait se contracter. C'est tout à fait exact. L'énergie du vide force l'univers à se contracter. La raison pour laquelle l'univers est en train de s'accélérer, ce n'est pas parce qu'il y a de l'énergie sombre, c'est en raison de la pression sombre. Cette chose dans le vide a cette énergie comme un gaz et a de la pression. Mais la pression, pour pas ça ne ressemble à l'éther, cette pression doit être négative. Donc c'est la pression négative des fluctuations du vide qui occasionne cette espèce d'antigravité ou l'expansion de l'univers. Et ce n'est que cette espèce très particulière de pression négative et d'énergie positive qui fonctionnait pas un éther. Une autre question à laquelle tous les membres du panel pourraient répondre. Soyez courageux. Est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ce qui existait avant le Big Bang? Est-ce que vous avez une idée? Non, non. C'est très compliqué de répondre à ce genre de questions, surtout avant d'avoir mangé. Allez, David. Courage. Vous savez, quand j'étudiais à l'université et quand on rédigeait un papier sur ce genre de choses, on ne pouvait pas faire publier son article dans un journal, dans une revue spécialisée de physique digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est possible. Cela veut dire que l'on peut commencer à réfléchir à ce genre de choses de façon scientifique et les gens ont toutes sortes d'idées à ce sujet. Il y en a des gens comme Hawking ou mon collègue Hardle qui pensent que l'univers, ça n'existait pas avant d'exister et ça a existé en raison d'un effet tunnel quantique, un tunnel à partir de quelque chose d'autre. À partir de quelque chose d'autre, c'est une espèce d'espace-temps sans temps. Et donc, il n'y a pas de sens à ce qui se passait avant, ou ce qui s'est produit avant. Donc ça, c'est bizarre. Il y en a d'autres qui pensent que l'univers, avant le Big Bang, c'était un univers qui était en train de se contracter. C'est donc un phénomène cyclique. Il y a contraction, puis expansion, puis contraction, puis expansion jusqu'à la nuit des temps. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui pensent qu'on n'a pas encore les concepts pour pouvoir répondre à une question de ce genre. Et la question de savoir ce qui se passait avant que le temps ne commence, n'existe, on pourrait y répondre en changeant, comme souvent le cas dans la physique, en changeant nos concepts de façon à ce que nous puissions comprendre par la suite que nous avons posé la question de façon erronée. C'est ce que je crois. C'est une question qui s'adresse encore à vous, encore une pour vous, mais naturellement les autres peuvent y participer. Certains prétendent que la théorie des corps ne nous permet pas de vérifier le concept de vérifiabilité. Il y a 26 ans, quand on a eu cette idée de la corde hétérotique, où on pouvait faire des prévisions quant à ce qui allait se passer à la longueur de Planck, on pensait qu'en l'espace de mois et d'années, nous allions pouvoir calculer les propriétés du modèle standard que nous n'arrivons toujours pas à calculer aujourd'hui. Ça, c'est une façon de vérifier la théorie. En résolvant des problèmes théoriques et en postulant des nombres, des chiffres qui sont bien mesurés. Mais moi, en tout cas, je suis convaincue que nous n'avons pas la moitié d'une théorie, mais nous avons un cadre qui continue à nous étonner, qui n'a rien perdu de sa force ou de sa puissance, mais qui a perdu un peu de prédictibilité. C'est moins révolutionnaire qu'on ne le pensait auparavant.
Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible à détruire ce cadre. Non pas parce que nous ne pouvons pas le vérifier, mais parce qu'il est connecté de façon pratiquement en continu avec des théories qui ont été vérifiées, le modèle standard. Et nous croyons et nous réalisons de grandes avancées dans ce domaine. On arrive à formuler la chromodynamique quantique et ces hadrons et ces tubes de flux qui ressemblent à des grosses cordes conformément à la théorie des cordes. Et on a compris que la théorie des cordes, ça n'a rien de différent avec la théorie quantique. C'est simplement une autre partie d'un cadre plus important, mais cela reste un cadre avec quelque chose qui manque, qui détermine une théorie particulière, et c'est pour cette raison que ce n'est pas ni falsifiable ni prédisible. Un petit peu comme la théorie quantique est très difficile à falsifier. Ce qui est possible de falsifier, c'est de la théorie quantique spécifique comme l'UCD. La théorie des cordes, c'est davantage un cadre qui contient apparemment tout ce qu'on connaissait au sujet du filtrage quantique. Donc on ne peut pas éliminer la théorie des cordes sans éliminer le cadre standard, ce qui est pas possible. Une autre question que je vais paraphraser. Je n'ai jamais compris comment la phase expansionniste de l'univers peut se produire à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Dans 1 milliard d'années, les galaxies vont s'éloigner de nous. Est-ce que ce n'est pas une contradiction par rapport à la théorie de la relativité? Il y aura peut-être c'est le cas, s'il y aura une expansion accélérée. Non, ce n'est pas une contradiction avec la théorie de la relativité spatiale. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre ces galaxies qui s'éloignent à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et comme je l'ai dit, on voit cela en train de se passer dans l'univers invisible. Donc il n'y a pas de contradiction à mes yeux. Soit. Vous savez, cette expansion accélérée a fait que certaines parties de l'univers ont été déconnectées causalement parlant, et cela à une vitesse supérieure à celle de la lumière, cela pendant un certain laps de temps. Et quand on regarde de plus en plus loin dans l'univers, vers des régions de plus en plus vagues, on rencontre des étoiles qui commencent à peine à pouvoir communiquer avec nous. Donc quand vous regardez à des étoiles très éloignées, à 12 milliards d'années-lumière de distance, ces galaxies et ces étoiles ne pouvaient pas communiquer avec nous jusqu'à il y a fort peu de temps. Elles se sont ralenties. Elles ont ralenti par rapport à nous, et en raison de l'expansion de l'espace-temps, dans l'accélération de l'espace-temps, eh bien, on reperdra contact avec ces galaxies et ces étoiles. Ça, c'est une question philosophique, une citation de Leibniz. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que rien? D'où vient le vide, en fait? Quand on pose ce genre de questions, je fais des conférences et je semble avoir des réponses à tout, et ils essayent de me coincer en disant pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors je réponds en disant que ce n'est pas une question scientifique. Il y a des questions fascinantes qui nous intéressent, que nous pouvons aborder grâce à l'observation, grâce à l'expérimentation, grâce à un raisonnement, grâce à un postulat théorique ou un autre argumentaire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? C'est une question. Quelquefois, je me pose ce genre de questions, mais en fait, ce n'est pas une question très intéressante, parce qu'on ne peut pas aborder cette question en procédant à une observation, en faisant une expérience ou en réfléchissant de façon rationnelle.
et en faisant de la modélisation quantitative ou de la spéculation quantitative découlant d'une expérience ou d'une observation. Donc ce genre de questions ne me paraît pas très intéressante. Et en tout cas, cela ne relève pas de la science, ce ne sont pas des questions scientifiques. Enfin, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on pourrait localiser avec l'explosion du Big Bang? Là aussi, c'est quelque chose d'erroné. L'univers en expansion, ce n'est pas une explosion, ce n'est pas de la dynamite qui explose l'univers, c'est davantage un ballon, l'analogie la plus simple, c'est un monde en 2 dimensions qui ressemble enfin à une sphère, à la topologie d'une sphère. Et les galaxies, ce sont des petites taches sur la sphère. Et l'accélération de l'univers, c'est un petit peu comme si on gonflait ce ballon. Si vous êtes assis sur le ballon à n'importe quel endroit, vous regardez autour de vous et vous voyez tous les autres points, tous les autres nuages sont en train de s'éloigner de vous et ceux qui sont les plus éloignés de vous sont en train de s'éloigner à la vitesse la plus rapide. Et n'importe qui posé sur le ballon constaterait la même chose. Et l'un des principes bien vérifiés de la cosmologie, c'est que chaque point de l'univers voit la même chose. Donc on n'est pas au cœur de l'explosion et l'explosion ne s'est pas produite à un endroit particulier de l'univers. Tout l'univers est en train de se gonfler et les distances entre tous les points comme sur le ballon sont en train d'augmenter à un rythme constant, à un rythme accéléré, mais le tout est en pleine expansion. Et ça se produit tout le temps, partout. Bien, je crois que l'heure est venue de terminer, sinon le professeur Grauss va souffrir d'aphonie.